seuil du Moyen-Âge, l'Europe semble coupée en deux. À l'est, les souverains byzantins règnent sur un empire flamboyant. À l'ouest, les peuples germains prennent peu à peu la suite de l'Empire romain. À la même époque, des missionnaires diffusent dans toute l'Europe le christianisme qui devient bientôt un lien entre les peuples et les cultures. L'univers de l'Antiquité cède la place à celui de l'Occident chrétien. Les Romains surnomment leur ville la Cité éternelle. De fait, elle a donné le ton en Europe pendant des siècles. Mais son héritage a-t-il encore un sens pour nous aujourd'hui? Ou la capitale italienne n'est-elle plus qu'un somptueux décor pour touristes? En réalité, l'Empire romain nous a légué bien plus que ces vestiges de pierre. Au 5e siècle, il est sur le déclin, affaibli par les crises internes et les guerres civiles. Son élite se complaît dans le luxe. À la tête de l'Empire se trouve non pas un homme d'État ou un chef de guerre, mais un enfant, Romulus Augustule, c'est-à-dire Petit Auguste, une marionnette manipulée par de plus puissants que lui. Comme Flavius Odoacre, roi du peuple des Hérules, qui va donner le coup de grâce à l'Empire d'Occident en 476. Il sert dans l'armée romaine, comme beaucoup de Germains. Les Romains se mordront bientôt les doigts d'avoir laissé le soin à d'autres de combattre pour eux. En quelques jours, une coalition de mercenaires renverse le pouvoir en place. Les cartes sont rebattues. Le destin du continent est désormais aux mains des barbares. C'est le nom condescendant que donnent les Romains aux Germains. Qui sont ces peuples et d'où viennent-ils? Les grandes invasions commencent au IIIe siècle et elles vont en s'intensifiant. Des Goths, des Alamans et des Francs, entre autres peuples, traversent par milliers le Rhin et le Danube. Ils sont chassés par les Huns, cavaliers des steppes orientales qui sont arrivés en Europe centrale. Semant la mort et la destruction, ils déclenchent un exode massif. Un historien, ancien officier romain, rapporte « Les exécuteurs maudits du transfert de la foule barbare, cherchant souvent à en calculer le total, y renoncèrent, trompés dans leur espérance. » Ces Germains sont les ancêtres de bon nombre d'Européens d'aujourd'hui. Les migrations seraient-elles indissociables de notre histoire? Actuellement, des centaines de milliers de personnes frappent à nos portes par désespoir. Elles fuient la guerre, la misère et le chaos politique. L'Europe, elle, se calfeutre et se fait forteresse. Da haben wir den Salat, eine neue Völkerwanderung. Oui, bon, sauf qu'à l'époque, les Germains n'ont pas vraiment demandé l'asile à Rome, à moins que... Die Römer hätten ihnen eh kein Asyl gegeben. Bah, de toute façon, ils l'auraient pas demandé. Das ist schon interessant. Heute wollen alle nach Europa, so wie damals alle nach Rom wollten. Bah, en même temps, c'est normal. Si déjà tu dois fuir de quelque part pour sauver ta peau, autant trouver un endroit où tu peux vivre confortablement en toute sécurité. Außerdem, die Nachkommen dieser Barbarenstämme haben Rom im Mittelalter wieder ganz schön aufpoliert. Daraus wurde dann ja das Heilige Römische Reich. Avec une foi, une écriture et un droit, à la fin, c'est tout l'héritage culturel de l'Europe qui en est sorti. Vielleicht sollten wir da mal wieder drüber nachdenken, in unserer maroden Europäischen Union. Bah oui, ça fait réfléchir. Hein. L'Empire romain d'Occident n'est plus. Pourtant, les barbares apprécient son héritage qui va traverser les siècles. En témoignent aujourd'hui certains réseaux de routes ou les nombreuses villes d'origine romaine. Sans oublier nos arènes modernes, où des gladiateurs d'un genre nouveau nous divertissent. C'est aussi aux invasions barbares que l'on doit la création de l'une des plus belles colonies de réfugiés au monde, Venise.
Craignant les Huns, quelques consuls romains se retirent sur les îlots de sable d'une lagune de l'Adriatique, là où la future Sérénissime verra le jour sur des milliers de pieux en bois. L'ancien empire se morcelle. Avec l'apparition de nouvelles frontières, qui se fait souvent dans la violence, une multitude de petits royaumes se dessinent. Les mouvements migratoires entraînent une fragmentation qui restera une caractéristique européenne. Les peuples germains formeront plus tard des nations. Les Francs s'implantent notamment dans ce qui est aujourd'hui la France, les Angles et les Saxons en Angleterre, les Goths en Espagne et en Italie. Mais à l'Est, un autre pan de l'Empire romain survit, lui, celui des empereurs d'Orient, à Constantinople. Et qu'en est-il de Romulus Augustule, le dernier empereur romain d'Occident? Il est déposé et envoyé en exil dans une luxueuse villa de Campanie. Odoacre est proclamé roi. Il fait expédier à Constantinople la pourpre et autres insignes impériaux. Désormais, l'Est et l'Ouest vont suivre des chemins distincts. Porte ce manteau à Constantinople. Donc à partir de ce moment-là commence l'histoire d'une césure entre la partie occidentale latine et la partie orientale de l'Europe grecque. Et une césure qui va s'accentuer et s'aggraver dans les siècles ultérieurs pour devenir, à mon avis, la césure la plus profonde de l'ensemble de l'histoire de l'Europe jusqu'à aujourd'hui. L'Empire romain subsiste donc précisément là où l'Europe s'arrête à notre époque, à Constantinople. De nouvelles influences se bousculent alors à la jonction de l'Asie et de l'Europe. Les cultures de l'Orient et de l'Occident se télescopent et s'enrichissent réciproquement. De nos jours, l'islam prédomine à Istanbul, mais pendant un millénaire, la ville a été le centre de la chrétienté en Orient. Culture grecque, art officiel romain et foi chrétienne se mêlent ici pour donner naissance à la culture byzantine, très caractéristique. L'un des empereurs de Constantinople, Justinien, est aussi l'un des pères de notre Europe moderne. Ce n'est pas un noble, il est le fils de simples paysans. Au VIe siècle, l'ascension sociale est donc une réalité même au sommet de l'État. Son épouse, Théodora, vient elle aussi d'un milieu modeste. Certains disent même sordide. Ensemble, ils vont durablement marquer l'héritage européen. Toute l'Europe est éblouie par Constantinople, la ville aux palais somptueux et aux églises chargées d'or. Au fil des siècles, l'Empire romain d'Orient, sous le nom de Byzance, devient la culture dominante sur le continent, la référence en matière d'art et de sciences. L'Empire doit aussi repousser les envahisseurs. Un système de fortification sophistiqué lui permet de tenir à l'écart les ennemis venus de l'Orient, qu'ils soient perses, huns ou arabes. Sur les mers, les Byzantins emploient leur arme secrète, le feu grégeois, une substance incendiaire qui brûle même sur l'eau. Grâce à cette défense efficace à l'Est, les Germains peuvent poursuivre leur expansion à l'Ouest. Sans le bastion byzantin, l'ordre européen que nous connaissons aujourd'hui n'existerait peut-être pas. Après l'effondrement de l'Empire dans la partie orientale, Constantinople est restée la métropole superbe qu'elle était et que nous pouvons encore admirer aujourd'hui. Constantinople qui avait la plus grande ville, les plus grandes forteresses, et ceci jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans. Si elle se barricade face aux assauts des puissances étrangères, Constantinople s'ouvre au monde d'un point de vue culinaire. À la croisée des grands axes marchands, les Européens découvrent certaines épices exotiques. La perle du Bosphore est aussi l'un des berceaux de notre culture gastronomique.
Ce patrimoine est aujourd'hui bien vivant dans la cuisine méditerranéenne, notamment grecque. Cannelle, cumin, coriandre, feuilles de vigne ou aubergines farcies font partie de l'héritage culinaire laissé par Byzance, tout comme la consommation d'épinards ou de salades initialement appelées herba salata ou herbes potagères salées. Une cuisine fusion avant l'heure, en quelque sorte. En matière de mode, Byzance est aussi à l'avant-garde, grâce à son monopole sur la teinture pourpre, extraite d'un mollusque. Pour en obtenir 1 gramme, il faut environ 10 000 coquillages. La pourpre, dont la couleur est celle d'un rose foncé, écrivait Pline l'Ancien, est le symbole du pouvoir. Elle est aussi précieuse que l'or. D'un point de vue vestimentaire, les deux parties du continent sont sur la même longueur d'onde. Les empereurs du Saint-Empire, comme bien d'autres après eux, adopteront à leur tour la pourpre, des pieds à la tête. Cet usage de la couleur pourpre subsiste chez les cardinaux, quoiqu'elle tire plutôt aujourd'hui vers l'écarlate. Justinien parvient à reconquérir certains territoires méditerranéens passés aux mains des peuples germains, dans le sud de l'Espagne, dans la péninsule italienne et en Afrique du Nord. Au-delà de cette réunification géographique, il met aussi en place une ébauche d'espaces juridiques communs. Pour administrer cet immense empire, Justinien compile et codifie le droit romain. Son code, publié en 529, formera plus tard la base de bien des textes juridiques modernes, par exemple en matière de droit successoral ou de la propriété. Oublié pendant un temps, le recueil juridique est redécouvert à Bologne à la fin du XIe siècle. L'essor de l'étude du droit romain entraîne la création de la première université du continent qui attire bientôt des érudits de tous horizons. Une étape historique. De nos jours, les Européens sont liés par de nombreuses dispositions législatives communes. La diffusion du droit romain justinien à partir de l'école de Bologne a conduit à la constitution d'une matrice commune à toute l'Europe, base sur laquelle se sont construits les droits nationaux. Cette identité partagée fait le lien entre l'Europe médiévale et celle d'aujourd'hui, celle de l'Union européenne, à la façon d'une filiation continue. La place des femmes évolue aussi dans la société byzantine. L'impératrice Théodora a sa propre cour, administre ses biens et intervient dans les affaires publiques. Sa position privilégiée attise cependant les jalousies et la haine. Des rumeurs circulent au palais sur son passé scandaleux de courtisane et de danseuse dénudée. Théodora devient pourtant la première conseillère de l'empereur, celui-ci allant, semble-t-il, jusqu'à affirmer qu'il préférerait renoncer à Dieu qu'à sa femme. Une femme forte pour épauler un homme de pouvoir, le schéma est bien connu. Bon, moi je dois dire qu'un empire dont les ficelles sont tirées par une ancienne stripteaseuse, je trouve ça assez progressif. Moi je l'aime bien cette Byzance. Naja, aber die wurde auch nur Kaiserin, weil Justinian einen Narren an ihr gefressen hatte. Von wegen Frauenquote in der Regierung oder so. Bah, des quotas de femmes, il faut surtout voir les résultats. Et c'est un fait que Théodora avait quelque chose à dire, sans oublier que Constantinople était l'une des métropoles les plus modernes en son temps.
Mit einer korrupten Bürokratie und einem größenwahnsinnigen, décadenten Kaiser. Ouah, qui a tout de même construit quelques-uns des plus imposants monuments de l'Antiquité tardive. Pendant que côté ouest, les princes germaniques ont complètement laissé tomber l'héritage romain. Donc mieux vaut un peu de corruption pour une meilleure qualité de vie. Ich muss doch sehr bitten, ja. Von Friede, Freude, Eierkuchen konnte dort nicht die Rede sein. Am Ende musste Theodora ihrem Herrn Gemahl sogar richtiggehend den Arsch retten. Ah, tu vois, Le pouvoir aux femmes, à Byzance. Girls power. Girls power! Yeah. Longtemps, la basilique Sainte-Sophie de Constantinople fut la plus vaste église au monde. Après la prise de la ville par les Ottomans, elle a été convertie en mosquée. C'est depuis l'époque d'Atatürk un musée. Justinien fait construire au VIe siècle la basilique grandiose que nous connaissons aujourd'hui, monument à sa propre gloire. La coupole de l'église est une merveille architecturale. Sainte-Sophie est l'expression d'une nouvelle conception de l'État. L'Empire chrétien doit être le reflet du royaume céleste. Une alliance puissante se noue entre Dieu et l'empereur, l'Église et l'État. Cette recette à succès sera reprise plus tard en Europe occidentale. Très admirée, la grande basilique de Constantinople est abondamment copiée. En témoigne la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. L'impressionnante coupole surmontant son octogone central souligne la puissance revendiquée par Charlemagne, commanditaire de l'ouvrage autour de l'an 800. Au XVe siècle, les édifices de la Renaissance surpassent encore les modèles byzantins. Le Duomo de Florence se coiffe ainsi d'une coupole géante. Bien des mosquées seront aussi construites sur le modèle de l'ancienne basilique Sainte-Sophie, un témoignage de l'attraction si forte qu'exerçait encore cette merveille de l'art de la fin de l'Antiquité. Les églises orthodoxes issues de Byzance sont encore vivaces en Grèce et dans de nombreux pays slaves. Après la chute de Constantinople en 1453, les souverains russes adoptent le titre de tsar, dérivé du César latin. Ils sont désireux de reprendre le flambeau de la chrétienté en Orient et se voient déjà à la tête de tous les chrétiens orthodoxes. De nos jours, Vladimir Poutine aimerait bien renouer avec cette conception du pouvoir avec la bénédiction des patriarches russes orthodoxes. Si à l'Ouest on juge souvent suspect les liens trop étroits entre les cultes et l'État, en Russie, ils reviennent à l'ordre du jour. Retour à l'Europe occidentale du VIe siècle. Les peuples germains sont en position de force. S'ils fondent une multitude de petits royaumes, ceux-ci sont éphémères, victimes de guerres incessantes. Nul ne peut ou ne prend la peine d'entretenir les puissantes infrastructures héritées de l'époque romaine. L'Occident est laissé en déshérence. Les peuples dits barbares conservent un attrait particulier pour les forêts. Beaucoup de nos ancêtres sont des païens. Les lieux sacrés à l'air libre leur offrent une proximité toute particulière avec leurs divinités, Odin, Thor ou Freya. Et les arbres servent de sanctuaire. Comment expliquer alors l'expansion massive du christianisme en Occident au fil des siècles qui vont suivre ? Dans un premier temps, l'héritage chrétien des Romains subsiste surtout dans les cités épiscopales. L'Église s'y maintient malgré le tumulte des grandes invasions. Mais en 496, un événement va marquer durablement l'histoire de la foi en Europe. C'est à Reims, sur le site de la future cathédrale, qu'est baptisé le chef d'un peuple germain, Clovis, issu de la dynastie des Mérovingiens. L'évêque Avite de Vienne lui écrit « Répandez aussi du trésor de votre cœur des semences de foi vers les peuples d'au-delà. N'ayez ni honte ni regret. » De fait, Clovis entraîne 3000 guerriers francs dans sa conversion. Ce geste est souvent vu comme un moment fondateur pour le christianisme en Europe occidentale.
Il répond aussi à des objectifs politiques. En se ralliant à l'Église et à la grande majorité de la population qui lui est assujettie, au contraire de beaucoup de Germains ayant embrassé un christianisme hérétique, Clovis assoit son pouvoir. Le christianisme va devenir un dénominateur commun à tout le continent. La conversion de Clovis est un tournant, car pour la première fois, un souverain important, le plus important d'Europe occidentale, se réclame d'un christianisme qui n'est pas hérétique, celui de Rome et de Byzance. Ce baptême va créer en Europe de l'Ouest une communauté de croyances placée sous le signe de l'orthodoxie de la religion chrétienne. Si Clovis acquiert pratiquement le statut d'un saint en France, il n'est pas un modèle d'amour de son prochain. C'est dans la violence et le sang qu'il unit les tribus germaniques en un vaste royaume. Also ich weiß nicht, irgendwas hat der da missverstanden beim Planschen im Taufbecken, der gute Chlodwig. Disons qu'en se portant sur les fonds baptismaux, Clovis hat seine Hände nicht in Unschuld gebadet. Il s'en est lavé les mains. Bon, cela dit, il a quand même bien mérité l'Occident chrétien. Warum wird es eigentlich immer blutig, wenn sich Religion und Politik zusammentun? Les empereurs, monarques et évêques ne sont pas les seuls à perpétuer l'héritage romain. Les moines y contribuent aussi. Et c'est une île modeste, restée hors de l'Empire romain, qui va jouer un rôle décisif dans la christianisation du continent, l'Irlande. Épargnée par les invasions barbares, l'île d'Émeraude accueille de nombreux chrétiens celtes. Loin des influences étrangères, ils préservent ici leur foi, un christianisme qui laisse la part belle au culte de la nature. La christianisation de l'Europe va notamment se faire à partir de grands monastères comme celui de Clonmacnoise. Tout commence avec un moine né à la fin du IVe siècle. Patricius, ou Patrick, fils d'un décurion romain et d'une gauloise, prêche l'évangile aux païens celtes. On raconte qu'une année, au moment de Pâques, il allume un brasier sur la colline de Slane. C'est un affront. Car une fête païenne a simultanément lieu juste en face, sur la colline de Tara. Ce feu pascal fait grande impression. La légende veut qu'il ait brûlé plus longtemps que celui des druides concurrents. De nos jours, on retrouve la flamme, symbole du Christ ressuscité, un peu partout en Europe au moment de Pâques. Tous les ans, le 17 mars, les Irlandais célèbrent leur saint national dans une atmosphère de fête. Le pays se pare d'un vert éclatant. Mais ce n'est pas tout. La Saint-Patrick s'exporte. Elle rencontre même un grand succès à l'étranger. Le trèfle est l'un des emblèmes bien connus de l'Irlande. Selon la légende, Patrick aurait utilisé cette image pour expliquer la notion de Sainte Trinité à ses ouailles. D'autres missionnaires vont poursuivre son œuvre dans l'autre sens cette fois. À la toute fin du VIe siècle, l'abbé Colomban et ses disciples quittent l'Irlande en vue d'évangéliser les pays voisins. Le bâton pastoral devient la marque distinctive de ces pèlerins perpétuels. Le monachisme itinérant représente un sacrifice pour ces Irlandais très attachés à leur île d'origine. Les moines propagent leur foi de l'actuelle France à l'Italie et au nord de l'Espagne jusqu'aux îles Féroé et à l'Islande. Ainsi, l'Europe se fait évangéliser, elle qui partira quelques siècles plus tard à la conquête du reste du monde. L'abbé Colomban passe plusieurs années dans l'actuelle Franche-Comté, à Luxeuil. Il y fonde une abbaye qui va devenir un grand centre du rayonnement de la mission irlandaise.
l'abbé introduit une nouveauté dans la pratique du christianisme, la confession privée. Les fidèles sont appelés à reconnaître leurs péchés et à faire pénitence. Tous sont égaux devant Dieu. Les évêques et les rois doivent eux aussi répondre de leurs actes. C'est une idée révolutionnaire qui ne s'imposera réellement que bien plus tard en Europe. Avec Gall, l'un de ses compagnons, Colomban poursuit ses pérégrinations jusqu'au lac de Constance. Là non plus, les païens ne sont pas prêts à changer leurs habitudes et y conduisent les missionnaires. L'Europe chrétienne dont beaucoup aujourd'hui aiment à se réclamer est donc loin d'être une évidence au 7e siècle. Les moines usent parfois de méthodes radicales. On raconte que Gall et Colomban auraient un jour détruit des idoles païennes pour les jeter dans le lac. Les méthodes de conversion ne sont pas toujours pleines de subtilité à l'époque. Bientôt, le son des cloches convoque les fidèles. Dans un premier temps, les païens sont irrités par cette manifestation bruyante de la foi des Irlandais. Auf, ihr Heiden, zum christlichen Gottesdienst! Tu peux arrêter avec cette cloche, ça me pète les oreilles. Écoute, c'est incroyable, franchement, là, j'ai mal à la tête. Ja, gut, wie du willst, aber gottgefällig ist es nicht. Mais ça devait être étonnamment calme, l'Europe païenne. Puis alors, dès qu'une religion n'a plus qu'un seul Dieu, il faut toujours qu'elle fasse un boucan pas possible. Et Allahu Akbar. Selbstverständlich, Klappern gehört zum Geschäft. So eine neue Top-Religion, die braucht auch eine entsprechende PR-Kampagne, zum Beispiel Glocken. Einfach, effektiv, genial, hat sich durchgesetzt. Enfin, si tu veux mon avis, ils étaient drôlement pénibles, ces deux Irlandais, là. Je me demande vraiment comment est-ce qu'ils ont réussi à conquérir la moitié de l'Europe de l'Ouest. La plupart des païens se sont convertis juste pour avoir la paix. Et alors, dès que les petits moines guerriers partaient, tout le monde ressortait sa religion et ses dieux d'avant. Bist du fertig? Jawohl. Hatten die sich vielleicht so gedacht, die Heiden. Aber die Glocke war gekommen, um zu bleiben. Und für das Heidentum brachen schwere Zeiten. Ça suffit la cloche. C'est quoi le mot magique? Ja und Amen. Brav. L'usage des cloches dans les églises va finir par se répandre, jusqu'à devenir une banalité dans toute l'Europe. La religion se diffuse grâce aux monastères, tel celui que fonde Gall, non loin du lac de Constance. Comme beaucoup, l'abbaye de Saint-Gall conserve aussi le savoir des siècles passés. Sa bibliothèque est l'une des plus anciennes au monde qui soit encore en service de nos jours. Dès le début du Moyen-Âge, les religieux y entreposent des milliers de manuscrits et plus tard de livres imprimés, y compris des œuvres de l'Antiquité païenne. L'héritage de Rome survit ainsi au grand bouleversement de l'histoire. Beaucoup de pays en Europe ont leur saint emblématique. Saint Martin, l'apôtre des Gaules. Boniface, celui des Germains. Cyril et Méthode pour les Slaves. Enfin, Willibrord, apôtre des Pays-Bas et patron du Luxembourg. Tous vont aider le christianisme à s'imposer dans leurs territoires respectifs. Sur l'ensemble du continent, les églises et les monastères deviennent des lieux de cristallisation de la civilisation européenne. C'est là que la tradition chrétienne sera maintenue vivante. Comme l'abbaye de Maria-Laar, dans l'ouest de l'Allemagne. Ici, le quotidien des bénédictins suit la devise de leur ordre, Ora et labora, prie et travail.
Mais ce n'est pas tout. Au Moyen-Âge, les moines étudient les ouvrages sacrés et travaillent aussi sur les philosophes et les savants grecs et romains. Ce mélange de textes religieux et d'érudition classique va laisser des traces dans la conception européenne de la culture et marquer la pensée occidentale jusqu'à notre époque. Il ne faut pas sous-estimer l'importance des monastères dans l'histoire du christianisme en Occident. Ce sont des lieux d'érudition porteurs de l'héritage gréco-romain. Leur deuxième fonction essentielle réside dans le mouvement de colonisation qu'ils suscitent. Dès le début, les moines se retirent dans des régions désertes ou peu habitées afin de pouvoir y pratiquer leur mode de vie ascétique. Installez ces moines à l'écart de tout, dans une épaisse forêt. Après 1 an ou 2, vous y trouverez non seulement de splendides églises, mais aussi une abondance de richesses. Constatera au XIe siècle un chroniqueur anglais. Où qu'ils s'installent, les moines se font cultivateurs. C'est ainsi que se sont formés nos paysages européens typiques, associant les champs aux prés et aux forêts. Derrière les murs des monastères, moines et moniales développent aussi le savoir médical hérité de l'Antiquité. Ils étudient les effets des plantes médicinales qu'ils cultivent. Fenouil ou cumin pour les maux d'estomac, houblon pour les insomnies, millepertuis pour améliorer l'humeur. Les potagers d'herbes alimentent les pharmacies des premiers hôpitaux. C'est le fondement d'une médecine des plantes que l'on redécouvre à présent en Europe. Pendant des siècles, ce sont les monastères qui prennent en charge les malades et les femmes enceintes des villages environnants. Ils forment la base d'une infrastructure qui ne se reportera sur les villes qu'à partir du XVIIIe siècle. Tout m'a l'air en ordre. Alors je suis rassurée. La bénédictine Hildegarde de Bingen va justement se faire connaître grâce à ses travaux sur les vertus médicinales des plantes. Elle découvre par exemple les effets anti-inflammatoires de l'arnica, très utilisé aujourd'hui dans la médecine sportive. Le christianisme devient le ciment qui lie les différentes cultures du continent. Et politiquement, au 8e siècle, le chef d'un peuple germanique entreprend de faire renaître l'idée romaine d'empire, presque oubliée. Charlemagne est souvent présenté comme le père de l'Europe. Ambitieux et guerrier, le roi des Francs va contribuer à jeter les bases de l'Occident médiéval. Il multiplie les campagnes militaires et accroît considérablement son pouvoir au fil des victoires. Son empire s'étend bientôt de la mer du Nord au centre de l'Italie et des Pyrénées à l'Elbe. Le royaume des Francs recouvre entre autres les futurs États qui prendront l'initiative de la construction européenne dans les années 1950. Faut-il forcément en passer par la violence pour unir l'Europe? Un chroniqueur rapporte « Charlemagne faisait preuve d'une telle cruauté qu'il y avait de quoi douter de sa santé mentale. » Allez, brûlez-moi ce village! Charlemagne voit son empire à l'image de celui des Romains, et comme ses modèles, il n'y va pas de main morte. Au long de plus de 30 années, il mène une série de campagnes impitoyables pour soumettre la Saxe et la convertir au christianisme. Des milliers de Saxons trouvent la mort. Cette tuerie de masse au nom du pouvoir et de la religion est sans doute une première en Europe. Pour permettre le retour à la paix, le chef saxon Widukind consent finalement à se rendre et à se faire baptiser. Charlemagne a atteint son objectif, unifier son empire par la foi, concrétiser sa vision d'une Europe chrétienne.
Il faut préciser que la christianisation de l'Europe au début du Moyen-Âge, si l'on peut parler de christianisation, est un processus descendant. C'est-à-dire que la seule façon d'imposer l'adoption de la foi catholique est de soumettre un chef païen. On ne peut pas dire que Charlemagne ait diffusé la foi chrétienne par fanatisme. C'était sa technique pour régner. Sans la conversion forcée des Saxons, la religion serait demeurée un motif de sédition et de conflit avec le peuple franc. Et Charlemagne devait éviter une telle situation. Charlemagne fait d'Aix-la-Chapelle, le cœur de son empire, une nouvelle Rome. C'est l'apparition d'un nouveau centre du pouvoir en Europe occidentale. Le message adressé à Byzance est clair. Deux empires romains se font une fois de plus concurrence au sein du monde chrétien. Le roi des Francs veut ressusciter l'héritage romain dans tous les domaines. À partir d'Aix-la-Chapelle, il déploie un programme de réforme ambitieux dans l'éducation, la culture et les sciences. Après le tumulte des grandes invasions, s'ouvre une période florissante pour l'Europe occidentale, la Renaissance carolingienne. Son architecture annonce l'art roman qui va s'épanouir à partir du Xe siècle. De fiers édifices en pierre de taille qui associent des éléments romains et chrétiens. Les églises romanes adoptent ainsi les péristyles des temples antiques. Tu le sais, notre atelier de... Charlemagne lance également une vaste campagne d'éducation à destination des peuples germains. Pour ce faire, il invite à sa cour des érudits venus d'Angleterre, du nord de l'Espagne et d'Italie. Son ambition est de faire des barbares une intelligentsia romaine sans mépriser leur culture pour autant. Les récits traditionnels oraux sont ainsi fixés par écrit. Sous son impulsion, une écriture plus facile à lire voit le jour, la minuscule Caroline, qui inspirera bien plus tard les caractères d'imprimerie moderne. Dans l'Empire européen de Charlemagne, tout doit être unifié. Le latin devient langue officielle. Ces variantes régionales, qui évoluent déjà depuis des siècles, poursuivent cette évolution vers les langues romanes, français, italien ou encore espagnol. Cheval en français, cavallo en italien et caballo en espagnol sont ainsi trois variantes d'une même racine latine, caballus. Sous Charlemagne, l'Europe occidentale devient aussi un embryon d'espace économique. L'empereur promulgue des capitulaires, des actes législatifs détaillés concernant l'agriculture ou le commerce. Il recommande la production de certains fruits et légumes et met en place des contrôles. Rien n'est laissé au hasard. À se demander si l'administration de l'Union européenne ne puiserait pas ses origines dans les structures carolingiennes. Dis-moi un prix pour tout ça. 1 denier le lot. Bien avant l'euro, Charlemagne normalise également la valeur du denier, unité monétaire de référence sur le continent. Le calibrage des primeurs, en revanche, n'est pas encore à l'ordre du jour. Les fondateurs des institutions européennes modernes ne manqueront pas d'idéaliser la figure de Charlemagne, malgré les aspects brutaux de son action politique. On donne même son nom à une distinction qui récompense l'engagement en faveur de l'unification européenne, le prix international Charlemagne d'Aix-la-Chapelle, remis depuis 1950. Bien sûr, Charlemagne ne maîtrisait pas totalement l'ensemble de l'Europe occidentale. Son importance tient au fait qu'il a contribué à renforcer l'unité et la cohérence culturelle de son vaste empire. C'est devenu par la suite une référence pour la culture et la science européenne.
Mais le roi des Francs veut encore se rendre à Rome pour embrasser à la source l'héritage dont il se réclame. Au cours de l'automne de l'an 800, il franchit les Alpes avec sa suite. Il se voit en impérator d'un empire romain d'Occident ressuscité dans le cadre du royaume franc. Malgré des relations difficiles, il se fait un allié du pape Léon III. Et le 25 décembre, Charlemagne est couronné empereur des Romains par ce même pape. Son empire médiéval va bientôt surpasser celui de Byzance. Pour la première fois, le centre de gravité du pouvoir se déplace du bassin méditerranéen vers l'ouest. Charlemagne lui-même ne se considérait pas du tout comme européen. Il se considérait comme un Germain qui reprenait à son compte l'héritage de l'Empire romain. C'est ça qui est très important. Mais c'est pas un héritage européen, c'est un héritage romain. Par ailleurs, l'empire sur lequel Charlemagne a régné est un empire extraordinairement occidental. C'est un moment qui, après coup, a été interprété comme une sorte de préhistoire de la future Europe. Bien des noms illustres peuvent revendiquer la paternité de l'Europe d'aujourd'hui. Mais Charlemagne incarne une culture à la fois romaine, chrétienne et germanique, un mélange unique, soit quelques-uns des fondements de l'Occident médiéval en somme. Na, habe ich's nicht gesagt? Doch. Ausgerechnet ein Nachkomme der germanischen Barbaren verschafft dem Römischen Reich ein Comeback. Et après tout ce remue-ménage des peuples, tout ce capharnaüm, chacun reste finalement là où il est arrivé. War auch höchste Zeit. Im Mittelalter lassen es die Europäer so richtig krachen. Händler und Pilger verbinden die Menschen über Ländergrenzen hinweg und Europa wächst das erste Mal zusammen. L'Orient et l'Occident se rapprochent aussi, mais pas toujours pacifiquement. Mais on verra ça la fois prochaine. Au revoir. Tschüss.